Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Premier tête-à-tête tendu entre les États-Unis de l'ère Biden et la Chine. Le séminaire en Alaska à Anchorage a mis en exergue les profonds désaccords entre les deux puissances. Début des procès en Chine des deux Canadiens accusés d'espionnage. Ils se sont ouverts vendredi matin dans la ville de Danong. Beijing met à nouveau en garde les géants de la tech. Les représentants de Tencent, d'Alibaba et 9 autres entreprises étaient convoqués par les autorités chinoises jeudi. Zoom sur les résidents de la région autonome du Ningxia-Hui. Grâce au soutien des politiques publiques, leurs conditions de vie se sont considérablement améliorées, comme vous allez le voir dans ce journal. Et pour terminer ce journal, nous nous intéresserons au groupe ethnique Bao'an de Chine et leur technique si particulière de forgeage de sabre large. C'était une rencontre très attendue. Le premier tête-à-tête de l'ère Biden entre la Chine et les États-Unis a débuté jeudi à Anchorage en Alaska. Ce séminaire de 2 jours est l'occasion pour le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, et son homologue chinois, Wang Jiechi, de discuter. Les deux pays ont surtout exprimé leur profond désaccord. La ville d'Anchorage en Alaska a été choisie comme un terrain plus neutre que Washington ou Pékin pour ce séminaire sur 2 jours. D'emblée, les discussions commencent mal. C'est une joute verbale face caméra entre deux superpuissances qui a eu lieu. Le chef de la diplomatie américaine évoque d'abord ses profondes inquiétudes sur le sort des musulmans ouïghours dans le Xinjiang, que Washington qualifie de génocide. Sans plus de pincettes, Antony Blinken enchaîne tous les sujets qui fâchent: Hong Kong, Taïwan et les cyberattaques aux États-Unis. Réponse cinglante de Yang Jiechi, conseiller d'État chargé des affaires étrangères. La Chine est fermement opposée aux ingérences américaines dans les affaires intérieures de la Chine. Nous prendrons des mesures fermes en représailles, prévient-il. Pour le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, Washington n'a pas de leçon à donner à Pékin en matière de droits de l'homme ou de démocratie. Les États-Unis feraient mieux de s'occuper de leurs problèmes de racisme, estime Yang Jiechi en citant l'exemple du mouvement Black Lives Matter. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a également dénoncé les dernières sanctions américaines annoncées à la veille de cette réunion contre la reprise en main de Hong Kong par Pékin. Ce n'est pas comme cela que l'on accueille ses invités et cela n'est pas conforme à l'étiquette diplomatique, a-t-il protesté. La diplomatie chinoise n'aime pas le retard, mais n'est pas avare en coup de théâtre. Cette question d'horaire a surpris les analystes. Les diplomates américains n'étaient pas à l'heure au rendez-vous, un manque de respect, lit-on dans les commentaires sur le compte Weibo du quotidien du peuple, rapporte le correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Autre scène étonnante, quand les médias sont invités à quitter la pièce, la délégation chinoise ironise sur la liberté de la presse aux États-Unis. D'un geste de la main, Antony Blinken rappelle alors que les journalistes, avant de répondre aux diplomates chinois, les États-Unis, dit-il, n'ignorent pas leurs problèmes, ils essayent pas de faire comme s'ils n'existaient pas ou de les cacher sous le tapis, a-t-il déclaré. Le conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, a ainsi assuré que les États-Unis ne voulaient pas d'un conflit avec la Chine, mais étaient ouverts à une compétition rude, je cite. Finalement, Yang Jiechi a invité les États-Unis à abandonner leur mentalité de guerre froide. Ces discussions entre chefs de la diplomatie chinoise et américaine en Alaska sont prévues pour durer 2 jours. Voilà une affaire qui suscite également des tensions entre le Canada et la Chine cette fois. En effet, vendredi matin ont débuté les 2 procès de 2 Canadiens accusés d'espionnage par Beijing. Ottawa espère une libération dans les prochains jours. La Chine a commencé vendredi à juger les 2 Canadiens qu'elle accuse d'espionnage, Ottawa disant espérer leur libération immédiate sur fond d'intense activité diplomatique entre Pékin et les États-Unis. Michel Spavor, l'un des 2 hommes détenus en Chine depuis plus de 2 ans, a été jugé en moins de 3 heures à Dandong, au nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé un diplomate canadien, précisant que le verdict serait annoncé ultérieurement. Ni les diplomates ni la presse n'ont été autorisés à assister à l'audience ni à voir l'accusé. Michael Spavor a été arrêté en décembre 2018 en même temps qu'un compatriote, Michel Kovring, peu après l'interpellation au Canada d'une dirigeante du géant des télécoms chinois Huawei à la demande des États-Unis. Pékin dément tout lien entre ces 2 affaires. Jim Nickel a déclaré à la presse en milieu de journée que l'audience était terminée et qu'il attendait de connaître le verdict. Il a précisé que son pays travaillait étroitement avec les États-Unis pour obtenir la libération de Michael Spavor et de Michael Kovring, qui doit pour sa part être jugé lundi à Pékin.
Le procès s'est ouvert alors qu'une rencontre entre deux hauts dirigeants chinois et américains a débuté en Alaska dans une atmosphère glaciale pour la première prise de contact direct sous l'administration de Joe Biden. Le Wall Street Journal avait rapporté début décembre que Huawei discutait d'un accord avec l'administration américaine qui permettrait à Madame Meng Wanzhou de regagner la Chine. Cette femme n'est autre que la fille du fondateur de Huawei, qui avait été interpellé à l'aéroport de Vancouver le 1er décembre 2018 à la demande de la justice américaine qui l'accuse d'avoir contourné des sanctions américaines contre l'Iran. Washington veut la juger pour fraude bancaire. L'affaire a entraîné une dégradation sans précédent des relations entre Pékin et Ottawa. Depuis maintenant 6 mois, les mesures de régulation se sont multipliées concernant les géants de la tech, annulation de l'introduction en bourse d'Ant Group, régulation de la finance en ligne. La Chine souhaite promouvoir une compétition saine et s'attaquer au monopole. C'est dans ce contexte que Tencent, Alibaba et 9 autres entreprises ont été convoquées par les autorités jeudi. La Chine met de nouveau en garde les géants chinois de la tech. Jeudi 18 mars, les autorités ont convoqué les représentants de Tencent et d'Alibaba et de 9 autres entreprises du web chinois pour les mettre en garde au sujet des fake news. Les autorités sont particulièrement sensibles à toute information, véridique ou non, considérée comme politiquement sensible. Mais cette convocation s'inscrit dans un contexte différent, la mise au pas des géants du web. Depuis bientôt 6 mois, les mesures de régulation se sont multipliées. Annulation de l'introduction en bourse de la filiale financière d'Alibaba, Ant Group en novembre 2020, régulation de la finance en ligne, loi anti-monopole, régulation de la collecte de données, une campagne soutenue en haut lieu. Lundi 15 mars, le président chinois Xi Jinping a demandé aux régulateurs de la finance de renforcer la supervision des entreprises du web, de s'attaquer également au monopole, de promouvoir une compétition saine, de promouvoir également la protection des données et d'empêcher l'expansion désordonnée des capitaux. Les plateformes doivent suivre la direction politique correcte, indique la télévision nationale CCTV. Certaines se développent de manière non standardisée et cela présente des risques. Il est nécessaire d'améliorer les lois qui gouvernent l'économie des plateformes afin de combler les vides juridiques, a déclaré le dirigeant chinois. Outre les deux géants Alibaba et Tencent, la liste des entreprises convoquées par l'administration chinoise du cyberespace et le ministère de la Sécurité publique inclut entre autres ByteDance, propriétaire de TikTok et de sa version chinoise Douyin, le fabricant de smartphones et d'objets connectés Xiaomi, Kuaishou, qui propose aussi des vidéos courtes, et NetEase, numéro 2 chinois des vidéos. D'après un communiqué de l'administration du cyberespace, les autorités ont demandé aux entreprises de procéder à une évaluation de sécurité par eux-mêmes de leur plateforme sociale et de soumettre un rapport aux autorités s'ils souhaitent ajouter des fonctions qui ont un potentiel de mobilisation de la société. Le communiqué mentionne en particulier les fonctions audio et le problème des deepfakes, des créations ultra réalistes permettant à partir de contenus réels de faire dire à des personnes des choses qu'elles n'ont pas dites. Partons maintenant dans la région autonome de Ningxia-Hui, dans le nord-ouest de la Chine, à la rencontre des habitants qui, vous allez le voir, ont connu une amélioration de leurs conditions de vie ces dernières années. Terminer les maisons en terre, place aux maisons en briques, un changement qu'ils doivent à l'aide des politiques publiques chinoises. Dans cette région autonome de Ningxia-Hui, dans le nord-ouest de la Chine, les habitations des résidents ruraux ont bien changé. Passé de maisons en terre aux maisons en briques, leur niveau social s'est considérablement amélioré ces dernières années. Les habitations troglodytes à l'époque étaient les maisons de la première génération de notre village. Les maisons de la deuxième génération étaient faites de terre et de terre. Les maisons de troisième génération étaient faites de briques et de terre. Et maintenant, les maisons de quatrième génération sont en briques, des maisons en béton qui résistent aux tremblements de terre. Nous vivions dans ces habitations troglodytes il y a plus de 10 ans. À l'époque, nous n'avions pas d'autre choix. Plus tard, avec les politiques de soutien du parti, nous avons construit notre nouvelle maison. Cette maison-là a été construite en 2017. Elle est faite de briques et de bois, elle est solide et sûre. Je suis vraiment heureux d'avoir construit et habité une maison comme celle-ci. Un changement rendu possible grâce au soutien des politiques de rénovation des maisons délabrées mises en place dans le 13e plan quinquennal.
Et pour terminer ce journal, intéressons-nous au groupe ethnique Bao'an de Chine. Une de leurs principales sources de revenus est une célèbre technique de forgeage de sabres larges. Cette dernière a d'ailleurs été inscrite au patrimoine culturel immatériel de la Chine en 2006. Forger des sabres, c'est le quotidien de Magazuma. Cet artisan de 42 ans appartient au groupe ethnique Bao'an de Chine. Originaire de la province du Gansu, il est célèbre pour sa technique unique de forgeage de sabres larges. Une de ses principales sources de revenus, également inscrite au patrimoine culturel immatériel de la Chine depuis 2006. En 2018, notre atelier a été reconnu par la province du Gansu comme une organisation utilisant le patrimoine culturel immatériel pour la réduction de la pauvreté, qui offre des emplois à la population locale. Ces dernières années, nous avons employé au total plus de 50 apprentis. Maintenant, 22 d'entre eux travaillent toujours ici. Ce savoir-faire nécessite des dizaines de processus pour obtenir une lame parfaitement aiguisée. Des couteaux, des sabres larges et autres accessoires sont vendus dans cet atelier dirigé par Magazuma depuis plus de 20 ans. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières informations de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée avec Mandarin TV.